you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Et c'est une vidéo que plusieurs m'ont demandé, hein. C'est un peu sous le format de ce que j'avais fait précédemment. Donc là, je vais vous parler de comment vous préparer à ce qui va arriver après Hades et Evil Saga. Donc on va parler des futurs persos qui vont arriver, hein. On parlera pas du rework d'armure, ça sera dans une prochaine vidéo où on parlera des hubs d'armure. Là, on va parler vraiment des persos qui vont arriver après Hades et Evil Saga, hein, parce que vous aviez déjà eu les persos précédemment. Donc évidemment, on est sur la SEA dans un premier temps, parce qu'on va parler des persos qui vont être dans un premier temps sur la SEA. Et on va commencer par Mew. Mew du papillon qui est un spectre. Donc si on regarde au niveau de son premier skill, alors c'est des skills, c'est un gameplay assez spécial Mew, mais en gros son skill 1 va être une immunité contre les buffs et les debuffs. Il va évoluer, déjà faut savoir qu'il va arriver en larve, d'accord. Il va gagner une immunité donc au niveau des buffs et des CC à partir du level 3, parce que ça va lui donner les diverses traits. En fait vous avez un trait par forme, donc larve, cocon, insecte et butterfly. Donc là vous voyez, ça va vous donner celle de larve, celle de bug et celle de cocon quand vous allez être à partir du level 2 et avec butterfly au level 3. Donc pour avoir toutes les formes, tous les traits du skill, pour avoir le skill donc qui va faire au maximum son effet, eh bien il va falloir avoir le cocon au level 4 pour avoir le butterfly. Alors au niveau en ce qui est des diverses formes, on va pas parler rapidement de tous les skills parce que c'est un perso qui mérite une review au complet, mais en gros c'est une attaque qui fait 90% de ses damage et selon les formes qu'il a, il peut avoir les effets selon le up de votre skill. D'accord? Donc c'est bien important à comprendre. Chaque skill de Mew va être en rapport avec la forme qu'il va avoir, bien entendu. Au niveau du skill 2, donc le Butterfly Evolution, ça va être en gros il va falloir encore une fois essayer d'aller avoir toutes les formes. Et pour là vous voyez au level 1 vous avez que la larve et l'insecte. Au level 2 vous allez avoir la larve, l'insecte et le cocon. Mais au level 4 eh ben, vous allez avoir les 4 traits. D'accord? Donc une nouvelle fois, pour avoir l'optimisation du skill, il va falloir passer le skill level 3 pour pouvoir avoir tous les traits du skill. Donc vous voyez, là déjà vous commencez à voir qu'il va vous demander quelques skill tomes si vous voulez, ou quelques doublons si vous voulez l'optimiser. Psychonesis Kei. Donc là c'est un skill de damage. En gros, ça va vous permettre également une... Non, c'est pas un skill de damage, excusez-moi. C'est le skill qui va vous permettre de vous transformer plus vite. En fait, il faut savoir que pour la transformation, il faut 120 points de psychokinésis. D'accord? Donc, au level 1, vous gagnez 10 points par chaque action ennemie, ou quand ils recouvrent leur HP. Il va gagner 10 points. Au level 1. Au level 2, il va gagner 14 points. Au level 3, il va gagner 18 points. Et au level 4, il va gagner 20 points. Il va recouvrir 30% de HP. Donc si le level 1. Il va récupérer 45% au level 2. Et à partir du level 4, c'est 60%. Pendant qu'il est en larve, en insecte ou en cocon, il va aussi gagner une dommage réduction. Donc
60, 40 et 20 selon la forme qu'il a de dommage réduction au level 1. Au level 3, c'est 70, 50, 30 et au level 5, 90, 70, 50. Donc là, idéalement, vaut mieux le passer au level 4 minimum. Mais si vous l'avez déjà level 3, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça va encore demander des skill tomes. Le skill level 4, ça va vous donner des assauts, des dégâts en plus en fonction du nombre de papillons que vous avez. Donc là je ne l'ai pas débloqué parce que je n'ai pas Mew, mais en gros si vous passez le skill level 1, vous avez 300% de C-Damage qui va faire avec les papillons, et ça va augmenter les dégâts finaux de 10%. Au level 4, ça va augmenter de 350% de ses damage et au level 30% de final damage. Donc en gros, le Mew, pour qu'il soit jouable, pour moi, il faut au moins qu'il ait ce skill-là level 3 pour avoir tous les traits de débloquer. Ce skill-là au level 3 également pour avoir tous les traits de débloquer. Et à la limite, ce skill-là, vous pouvez le laisser à 1 et ce skill-là, vous pouvez le laisser à 1. Bien que la transformation plus rapide soit utile. Mais à mon avis, pour moi, Mew est jouable encore une fois, c'est mon avis, hein, je n'ai pas joué le perso énormément, je l'ai juste testé, donc je n'ai pas joué le perso énormément pour être sûr de ce que je dis. Mais pour moi, Mew il est jouable en 3-3-3, en 3-3-1-1. Donc au final, si vous voulez Mew, au moins pour le jouer, pour moi, il faut au moins qu'il ait ses traits sur ses deux premiers skills, tous ses traits sur ses deux premiers skills. Il vous faudra donc 6 skill tomes. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Il va être bon pour moi en 3-3-4-4. Donc quand vous allez avoir ce skill là qui va vous donner 20 psychokinésis points par action adverse, qui va vous redonner 60% de HP et qui va gagner 70, 50, 30% de dommages réduction selon sa forme. Et là pareil, quand il va faire 350% de ses dommages et quand il va gagner 30% de final damage. Mais même à la limite, je dirais même que en 3-3-4-1 ça reste toujours jouable, ça reste un bon personnage. Donc 3-3-4-4 c'est encore un stade au-dessus, mais je pense que 3-3-4-1 c'est déjà pas mal. Donc au final là vous devez rajouter 3 et 3, 6. Donc en gros à 12 skill tomes vous avez un bon Mew. À 12 skill tomes vous avez un bon Mew. Voilà pour ce qui est de Mew. Je vous dis, hein, j'ai fait quelques recherches avant de vous sortir cette vidéo là. J'ai regardé des vidéos, j'ai essayé le perso, etc. etc. On va parler maintenant d'un autre personnage, Sean Hades. Alors celui-là je l'ai, donc on va aller voir sur ses skills, c'est plus intéressant. Hop. Ah c'est vrai, j'ai pas débloqué son 7ème sens. Bon, en tout cas. Au niveau de l'Absolute Power, ça fait 100% de ses damage et 50% de lifesteal. Donc c'est une attaque basique qui va pomper un peu des dégâts qu'il va faire. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais bon... voilà, c'est une attaque basique. C'est une attaque basique, vous pouvez la laisser à 1 et il n'y a aucun souci. Au niveau du skill 2, alors, l'esprit d'Hadès va posséder une unité alliée pour 2 tours. Il va donc lui permettre de jouer 2 fois. Mais il va y avoir un malus de plus 4 en énergie pour utiliser ses skills pendant 2 tours. Il va aussi attaquer avec l'esprit d'Hadès l'esprit d'Hadès, donc vous allez avoir un esprit au-dessus de la créature, au-dessus de votre perso, et ça sera l'esprit d'Hadès qui va attaquer et qui va faire 50% des dommages de Sean Hades, de ses dommages de Sean Hades. En gros, au level 1, c'est ça. Par contre, donc là, vous devez attendre, vous avez un malus de 4, d'énergie de 4 pendant 2 tours. En revanche, si vous le passez level 4, si vous le passez level 4, oui, vous allez avoir un malus de 2 en énergie seulement et pendant un tour. Donc, c'est tout à fait jouable. Pour moi, ce skill là, faut le passer level 4 pour que ça soit intéressant. Pour avoir juste le malus de 2 et que ça dure seulement un tour.
Alors attention, cependant, ce malus-là ne s'applique pas sur les attaques basiques. C'est-à-dire que vos attaques basiques ne vont pas coûter 1. Donc par exemple, si vous voulez jouer avec un Milo, avec son rework d'armure notamment, bah c'est correct. Si vous voulez jouer avec une autre personne qui va utiliser son attaque basique, c'est correct. Vous pouvez le monter, mettons, ne serait-ce que juste au level suivant, et ça va être bon. Même de base en level 1, ça va être bon. Pour moi, vous devriez le monter un peu au moins pour au moins gagner les deux bonus de ces damage après. Mais même au level 1, ça va être jouable du coup si vous voulez l'utiliser qu'avec Milo. Mais je pense que si vous voulez qu'il soit plus polyvalent, il faut monter le skill au level 4 pour avoir juste un malus de plus 2 et qui va durer un seul tour. Le skill 3, ça va être que durant les 2 premiers tours de la bataille, il va healer les unités alliées qui n'auront pas encore joué. Chaque attaque contre eux va leur donner 50% de chance d'avoir un heal égal à 50% du C-attaque de Shun plus healing. Chaque allié peut être healé jusqu'à 2 fois par tour. À partir du round 3, les heals d'Hadès vont être réduits de moitié. Donc vous voyez, là ça augmente en fonction, vous avez donc au level 1 50% de chance de heal de 50% pendant 2 tours, au level 2 70% de chance de heal de 50% pendant 2 tours, au level 3 90% de chance de heal de 60% pendant 2 tours, au level 4, 90% de chance de heal, 70% pendant 3 tours. Et au level 5, 100% de chance de heal de 100% pendant 4 tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez le skill level 5. Vous jouez contre un CIAGC, donc qui va jouer avant quasiment toute votre équipe. Le CIAGC va attaquer 5 fois. Et bah à chaque attaque, il va y avoir un heal de Shun Hades. Et vu qu'il peut le faire 4 fois par tour, bah il y a 4 des 5 attaques qui vont être healées. C'est quand même merveilleux, ça veut dire que à chaque fois qu'il va y avoir une attaque, il va pouvoir healer de 100%, il a 100% de chance au level 5, de 100% de son attaque magique, plus healing, bien entendu, 4 fois chaque saint, pendant 2 tours. Et après ça sera réduit de moitié. Mais il y a une petite un petit truc qu'on va voir après. Pour moi, en gros, ce skill là, il faut le passer au moins level 3 pour avoir 90% de chance de heal de 60% pendant 2 tours. Maintenant, moi j'ai une RNG pourrie et je préférerais l'avoir level 5 pour avoir 100% de chance pendant 4 tours. Mais c'est un petit peu compliqué de savoir quel skill monter sur Shun Hades. Je pense que si j'ai le choix entre celui-là ou celui-là, je préférerais monter celui-là en premier. Voilà, après c'est mon avis. Le Perfect Body. Quand une unité alliée meurt, Shun Hades a une augmentation de ses heals de 20% pendant 2 tours. Il a aussi 50% de chance de relancer ce petit sort-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un allié meurt, il va avoir un bonus de heal de 20% et il a 50% de chance de relancer ce sort là qui va healer les Saints pendant 2 tours. Donc Shun Hades, en plus de faire une espèce de Luna, va être un healer en passif. Vous voyez la force du personnage? Et alors, quand vous l'avez au level 4, vous avez 50% de buff de heal et 100% de chance que ça trigger. Donc à chaque fois que vous avez un mort, autre que lui, bien entendu, il va relancer son skill qui va healer. Donc mettons si vous avez, imaginez un petit peu, si vous avez ce skill, le level 4 ici, et ce skill là, level 4 ici, il y a de fortes chances que un de vos alliés va mourir pendant les 2 premiers tours. À partir du 3e tour, donc il y aura ça qui va proc pour relancer ça. Ça veut dire que
Sean Hades, il va healer en continu, pendant tout le combat. C'est quand même monstrueux. C'est quand même monstrueux. On parlait de Pandore et de ses heals, alors c'est autre chose, hein, c'est différent. Mais pour moi, c'est un très très bon support. C'est un perso que je vous conseille fortement d'avoir parce que c'est un énorme support. Le fait de pouvoir faire 2 actions, voilà. C'est clairement un support. Par contre, il va demander quand même pas mal de skill tome pour être vraiment efficace. Pour moi, il faut au moins passer ce skill là au level 3 et au moins ce skill là au level 3. Donc, en gros, il serait jouable pour moi en 1-3-3-1. Par contre, il va être vraiment très impactant en 1-4-5-4. Donc, le skill là level 4, ce skill là level 5 pour avoir pendant 4 tours, et ce skill là level 4 pour avoir le 100% de chance de trigger et le bonus de 50%, ce qui est déjà pas mal en soi. Donc voilà, on est sur Sean Hades, c'est un personnage qui est quand même très très fort. Donc voilà, on a en gros, il est jouable avec 6 skill tomes encore une fois, mais vous pouvez lui mettre le 1-4-5-4 et ça sera une bonne dépense selon moi. Ça sera une bonne dépense. Ensuite, on va parler d'un nouveau SS. Alors, je ne l'ai pas encore, il me manque quelques fragments, mais ce ne serait tardé. C'est la Athéna, justement, qui est ici. La toute belle. Alors, Athéna, je pense qu'on en a assez parlé pour que vous sachiez qu'elle va vous coûter cher en skill tome. Donc, l'attaque Holy Light. Athéna fait 110% de ses dommages à un ennemi. Quand Land of Love and Peace est activée, elle peut sélectionner une unité alliée, incluant les unités invoquées, pour caster Holy Light 2. Avant que la cible attaque, l'attaque ne peut pas voir l'effet. Donc l'attaquant ne peut pas voir les effets. Donc ça veut dire que, en gros, il ne peut pas savoir sur lequel vous avez lancé Holy Light avant d'attaquer. Quand une unité avec Holy Light est attaquée, vous avez 60% de chance de gagner 1 énergie. Chaque Holy Light peut donner jusqu'à 2 énergies. Quand le Land of Love and Peace est fini, l'Holy Light disparaît. Un maximum de 2 Holy Light peuvent être actifs en même temps. Donc, en gros, au level 1, vous faites 110% de ces dommages et vous avez 60% de chance de gagner de l'énergie. Et jusqu'à 2 énergies maximum par Holy Light. Sauf que au level 4, vous avez 100% de chance de gagner une énergie par Holy Light, enfin jusqu'à 3 énergies par Holy Light. Et au level 5, eh ben, vous avez 100% de chance toujours de gagner jusqu'à 3 énergies. Donc ce skill là, à mon avis, bon, il est déjà très bien level 1, hein, mais 60% c'est pas beaucoup. À mon avis, il faut au moins le mettre à 3%, à 80%, donc au skill level 3, voire, si vous avez une RNG merdique comme moi, le mettre à 100% pour éviter toutes sortes de RNG et gagner une énergie up à chaque Holy Light que vous allez mettre. Ensuite, le sceptre de victoire. Athéna amasse le pouvoir de ses alliés et il les concentre dans son sceptre. Elle fait 500% de ses dommages à un ennemi. Quand Land of Love and Peace est activé, si l'unité ennemie a moins de 15% HP, Athéna va le juger et le tuer immédiatement. Le jugement ignore les diff immunités, donc les immunités à la mort, les résurrections, les transformations, les dommages partagés, la réduction de dommages et l'effet d'invulnérabilité. Donc en gros, c'est un kill sûr. Voilà, en dessous de 15% de HP, t'es jugé et tu crèves. Voilà, tu fais pas, il n'y a pas de non mais attends, il y a Hades. Non. T'es jugé, tu crèves. Voilà. C'est assez violent quand même. Déjà 500% de ces dommages, c'est assez violent. Et là, au level 4, vous voyez, au level 4, vous tuez à partir de 30% de HP. Et au level 5, c'est immonde, c'est 35%. Alors oui, le skill coûte 6, mais il y a une petite astuce pour baisser ça. Justement, la petite astuce, on va la voir dans ce skill là, Land of Love and Peace. Athéna crée Land of Love and Peace pour 4 rounds. Quand ça commence et quand ça finit, déjà vous gagnez 2 énergies.
son effet, chaque allié qui dépense un total de 4 énergies réduit le coût en énergie de sceptre de la victoire de 1 jusqu'à un minimum de 3. S'il reste de l'énergie à la fin du tour, chaque énergie en plus va augmenter les finales dommages de Athena de 1%. Et comme si ça suffisait pas, Land of Love and Peace a aussi 60% de chance de donner un extra move. Voilà. C'est un CD de 3 tours, et quand Athena trigger Goddess of War, Land of Love and Peace disparaît. En gros, au level 1, vous avez 4 énergies de réduction, jusqu'à un minimum de... ça coûte 4 d'énergie pour avoir la réduction, jusqu'à un minimum de 3 au coût du sceptre. Ça augmente de 1% les final damage, et vous avez 60% de chance d'avoir un extra move. Qu'est-ce qui est intéressant? Et ben c'est à partir du level 3, vous avez 3 énergies, donc là c'est les skills, c'est quand vous avez consommé 3 énergies ou plus avec vos alliés, jusqu'à un minimum de 2, donc le sceptre coûte plus que 2, et ça augmente les final dommages de 1%, et vous avez 100% de chance d'avoir un extra move, donc ça c'est très bien. Et quand vous êtes hardcore, vous êtes au level 5, ça va être 2 énergies, à chaque fois que vous avez 2 énergies, jusqu'à ce que le sceptre coûte 0, ça augmente vos final dommages de 3% par énergie, et vous avez 100% de chance d'avoir un extra move. Et cheater, vous dites? Cheater? Ouais, complètement. Complètement. Je suis totalement d'accord. Goddess of War, le truc qui va faire en sorte que votre IKGC servira plus à rien. Quand Athena va prendre des dommages létaux, elle a 60% de chance de se transformer en déesse de la guerre et de continuer à se battre pendant 2 tours. Durant ce temps, Athena est invulnérable. Voilà, tout simplement, elle est invulnérable. Alors au level 1 c'est 60%, au level 5 c'est 100% et pendant 3 tours. Au level 4 c'est 80% pendant 3 tours. Donc pendant 3 tours, votre IKGC va taper la Athena qui est invulnérable et IKGC fera plus rien. Voilà, donc grosso modo, pour moi, Athena, elle est bien en 3-2-3-1. Elle sera encore meilleure en 4-4-3-4. Et elle sera super magnifiquement cheatée en 4-5-5-5. Et oui, mais ça coûte des tomes. Donc 3-2-3-1 déjà, là, pour avoir le 3 ici, pour avoir le 80% de chance de gagner un énergie, jusqu'à 2 maximum. Mais je dirais même que 4 ça serait mieux, mais c'est pour ça que je voulais séparer en 3 fois, parce que je sais que ça coûte cher. Celui-là au moins 2 pour passer à 20% et faire plus de damage. Celui-là au moins à 3 pour avoir le minimum 2 énergies, 3 énergies cost et surtout le 100% de chance d'avoir l'extra move. Et celui-là vous le laissez à 1 et puis vous avez que 60% de chance. Et dans le deuxième version, vous le passez à 4 et vous avez 80% de chance de rester pendant 3 tours. Voilà, et si vous voulez annuler la RNG, c'est 5. Donc voilà, je répète, elle est ok en 3-2-3-1, elle est bonne en 4-4-3-4 et elle est complètement folle en 4-5-5-5. Voilà, donc voilà, vous savez un petit peu maintenant quoi vous en tenir en ce qui concerne Athena. Maintenant, passons au personnage suivant. Et alors celui-là, je vous demande d'être indulgent parce que je ne l'ai pas joué et j'ai juste regardé des vidéos, donc je me suis informé au niveau du personnage. C'est Shiryu GC. Donc, en gros, le premier, son skill 1, ça va être une attaque basique qui va faire 100% de P damage sur un ennemi, mais elle peut aussi être lancée sur un allié et elle a 60% de chance à ce moment-là de laisser une marque du dragon, avec une marque de dragon maximum. Au level 4, elle va faire 110% de P damage, 100% de chance de laisser une marque du dragon jusqu'à un maximum de 2. Et au level 5, elle va faire X pourcentage, ça doit être 115% de pourcentage P damage, on s'en fout. Mais elle a surtout 100% de chance de laisser une marque et jusqu'à 3 maximum. Souvenez-vous des marques. Le skill 2. Le skill 2, ça passe Shiryu en défense mode. Il va gagner 100%, au level 1, il va gagner 100% de HP et 10% de dommage réduction. Et il va prendre 2 alliés sous sa protection, le plus rapide et le plus lent. Les dommages pris
par les alliés qui vont être ciblés vont être divisés en deux entre Shiryu et l'allié. Au niveau 3, il va avoir toujours la même chose, mais il va avoir 30% de dommages réduction. Quand vous serez passé en mode défense, le skill va se transformer et va être une sorte de soin qui va réduire de 20%. Enfin non, après vous allez... Alors, ouais, le skill 2, on va commencer par ça. Le skill 2, il va se changer en Guardian Dragon Skin, un truc du genre. Et il va consommer les marques, vous rendant instantanément 5% de HP par marque au level 1 et 10% de HP par marque au level 5. Chaque tour, vous allez réduire vos pourcentages, votre max HP de 20%. Et chaque 10% de max HP réduit, Shiryu gagne une marque du dragon jusqu'à un maximum de 10. Le skill 3, c'est le skill DPS, les dragons de Rosanne. Et là, vous commencez à comprendre à quoi les marques vont servir. Au level 1, ça fait 4 dragons de base et ça fait un esprit par marque de dragon consommé. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une marque du dragon, il y a un dragon. Il y a 70% donc au level 1. Et ça fait 70% au level 1 et 100% au level 5. Les dragons restants attaqueront l'unité la plus rapide. Le skill level 4, Excalibur. Au level 1, Shiryu peut avoir 5 Dragon Soul Mark maximum. Quand il est attaqué, il a 60% de chance de contre-attaquer avec Excalibur. Quand un allié avec un Dragon Mark est attaqué, il a 50% de chance de contre-attaquer. Les dommages sont calculés de la façon suivante. 60% plus le nombre de marques fois 5% de pay damage au level 1. Au level 5, il va avoir 100% de chance de contre-attaquer et le calcul des dommages sera de 120% plus nombre de marques fois 20% damage. Donc pour moi, il va être ok, il va être jouable et utilisable correctement en 3-1-1-3. Il va être bon en 4-1-1-5 et il va être très bon en 5-3-3-5. Voilà. Après, on a encore un peu d'informations sur Shiryu GC, on en aura plus par la suite, mais au moins vous savez à peu près à quoi vous attendre. On est à peu près pareil que sur les deux autres persos S précédents, c'est-à-dire qu'il va être jouable à 6 skill tomes, mais que si vous voulez qu'il soit vraiment bon, il va en falloir un petit peu plus quand même. Ensuite, on attaque l'autre perso, et ça on le cache, Hypnos. Alors, Hypnos, pareil, on n'a pas trop d'informations dessus, et la seule vidéo que j'ai trouvée dessus, le mec avait pas l'air d'avoir tout compris au niveau des skills. Donc je vais essayer de vous faire la traduction et de vous dire ce que j'en pense. Le skill 1, c'est une attaque basique qui a 30% de chance plus stat 8 de laisser une marque au level 1. Au level 3, vous allez avoir 50% de chance de laisser une marque plus stat 8. Au level 5, vous allez avoir 70% de chance de laisser une marque plus stat 8. Souvenez-vous les marques, ça va être intéressant. Le skill level 2, ça va endormir la cible, mais attention, ça va pas être un endormissement comme Sorrento. Ça va endormir la cible qui va lui permettre quand même de faire son action normale, mais à chaque fois qu'il aura une action secondaire ou qu'il va faire son action, il y aura un trigger qui va s'enclencher et il va recevoir 200% de dommages et jusqu'à 400% au level 5 en fonction des marques qu'il va avoir sur la tronche. Et le nombre de marques diminue selon les dommages subis. Le skill 3, l'Eternal Dream. Ça va vous donner 3 cartes, il va falloir choisir une carte. L'effet du skill, ça va faire que votre adversaire va avoir 50% de chance d'infliger des dégâts à l'unité adjacente et 40% de chance de le faire 2 fois. Et ça a un CD de 3 tours. Au level 4, vous allez avoir un CD de 2 tours et 70% de chance que l'opposant attaque la cible adjacente et 100% de chance qu'il le fasse 2 fois. La carte 1, ça va être réduit, les statuts résistent. La carte 2, ça va être fait 140% de dommages à chaque attaque. La carte 3, ça va être heal de 20% plus healing à chaque action. Voilà, donc il faudra choisir une de ces cartes au hasard, je suppose, ou alors pas au hasard, j'en sais rien. Je vous avouerai que ça, je l'ai pas vu en direct.
Le skill 4, c'est un passif qui a une chance de donner une marque de rêve à chaque fois que Hypnos est attaqué. Donc au level 1, ça vous donne 10% de chance, au level 3, ça vous donne 30% de chance, au level 5, ça vous donne 50% de chance. Donc pour moi, honnêtement, il est jouable de ce que je vois, hein, de ce que j'ai compris. Et là, c'est encore à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait vraiment pas grand chose sur Hypnos à l'heure actuelle. Il a l'air fort, comme Orphée qui est sorti hier, qui a été trigger hier, a l'air fort. Mais j'attends de voir. J'attends de voir au moins qu'il soit joué et utilisé et qu'on comprenne bien comment il fonctionne. Mais de ce que j'ai vu, il serait déjà pas mal en 1-4-4, en 1-1-4-1. Et il serait bon en 3-3-4-3. Donc avec les 50% de chance de laisser une marque sur le skill 1, les 300% de dommage quand il y a une attaque qui est fait, le Eternal Dream quand on est sûr que le CD il fasse que 2 tours et que vous avez 70% de chance que le gars attaque et que s'il attaque il attaquera une deuxième fois aussi, et d'avoir également 30% de chance de laisser une marque quand Hypnos est attaqué. Voilà. Si on regarde tout ça, voilà ce que j'en pense au niveau des personnages qui seront à venir. Alors honnêtement, clairement, Athéna, je ne la laisserai pas passer. Je vais me préparer pour Athéna. Je vous conseille de faire de même parce qu'elle va coûter énormément de skill tome. Honnêtement, là, les persos qui m'intéressent le plus... Alors Shiryu GC a l'air très intéressant. Mais il y a Athéna qui m'intéresse clairement. Mew, il est bon, mais sans plus. Je focuserai pas dessus. Sean Hades, clairement, je le veux. Et Athéna. Si j'ai un S à choisir et un SS à choisir, ça serait Sean Hades et Athéna. Voilà. Après, je pense que Shiryu GC sera également dans ma box, et Hypnos aussi, et Mew peut-être. Mais voilà. Clairement, si j'avais un ordre de priorité au niveau des S, ça serait Sean Hades, au niveau des SS, ça serait Athéna. Et si j'avais un ordre de priorité en tout pour tout, ça serait Athéna. Clairement. Athéna est vraiment over-cheaté, mais il faut préparer vos skill tomes, et ça se prépare longtemps à l'avance. Là, on a Hades qui va sortir incessamment sous peu, pour moi la semaine prochaine. Ils sont déjà en retard d'une semaine, parce que normalement à la fin de l'event, ils auraient dû le sortir. Bon, ils l'ont pas sorti. Maintenant, à mon avis, la semaine prochaine, on n'y coupera pas. Donc, je vous dirais que dès la semaine prochaine, vous avez Evil Saga après qui va arriver. Donc, il faudra se préparer pour Evil Saga, et effectivement. Mais commencez déjà à stacker un tome pour Athéna. En fait, à chaque fois que vous gagnez 2 tomes, vous en utilisez un pour le perso que vous allez monter S. Donc, soit Evil Saga que vous préparez, soit Sean Hades que vous allez préparer après. Et vous en gardez un pour Athéna. Faut vous dire ça. Comme ça, vous aurez un stock quand Athéna sortira et vous pourrez passer à Athéna assez rapidement en ce qu'elle soit over-cheatée. Voilà. Sur ce, je vous rappelle que ce soir, il y a un live. On commencera le live un petit peu plus tard que d'habitude, vers 21h30, 21h45. Et puis, demain, on attaquera une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi et je vous dis à ce soir si vous êtes là, ou à demain pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.